aussi opérateur de travaux de déconstruction, de dépollution qu'on assure sous notre maîtrise d'ouvrage. Et puis on est entremetteur entre guillemets, c'est-à-dire qu'en tant que de besoin, on accompagne la collectivité pour identifier les opérateurs qui vont pouvoir développer leurs projets sur les sites qu'on a préalablement requalifiés. Notre action s'organise aujourd'hui dans le cadre d'un PPI, un programme pluriannuel d'intervention qui a été validé par notre conseil d'administration fin 2019. Donc il couvre la période 2020-2024. Je ne vais pas lister toutes les thématiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'EPF, c'est la boîte à outils, le couteau suisse, je ne sais pas comment il faut le dire, qui a potentiellement vocation à accompagner tous les projets de tous les territoires dans leur diversité. On a aujourd'hui plus de 500 opérations au portefeuille. On intervient, comme Vincent l'indiquait, à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, qui est notre région historique. Mais on a aujourd'hui une démarche d'extension qui est bien engagée sur le territoire de la Somme. Dans un premier temps, on attend la publication de notre décret qui va acter l'extension de notre territoire d'intervention. Donc pour la rentrée, si tout va bien, on devrait pouvoir commencer à déployer notre action également sur le versant sud de la région et notamment dans la Somme pour commencer. Un autre élément qui sera très important dans la présentation, l'EPF c'est un opérateur foncier, c'est une ingénierie gratuite, c'est aussi un financeur. C'est aussi une des spécificités de l'EPF Nord-Pas-de-Calais que d'être très largement financeur des opérations de recyclage foncier. Vous le savez tous, recycler du foncier c'est évidemment beaucoup plus coûteux que de réaliser une opération d'aménagement sur la terre agricole. Et pour faciliter la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, l'EPF Nord-Pas-de-Calais est aussi financeur de ces opérations de recyclage foncier à travers un double dispositif de décote qui permet de prendre à sa charge 80% du coût des travaux de déconstruction et de dépollution qu'il réalise sous sa maîtrise d'ouvrage. Et puis on a aussi en complément un dispositif de décote foncière spécifique ciblé sur la production de logements. Et pour faire tout ça, on a la chance d'avoir une taxe spéciale d'équipement, qui est une ressource fiscale dédiée, sans laquelle on ne pourrait pas être financeur et sans laquelle beaucoup d'opérations complexes comme celles qu'on va vous présenter ne seraient pas auraient du mal, c'est un euphémisme, à trouver leur modèle économique et ne pourraient pas être réalisées. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est une ressource qui est extrêmement précieuse et qu'il faut défendre bec et ongle chaque jour. Donc voilà, petit éclairage là-dessus. S'il n'y avait pas cette TSE, on n'aurait pas été en capacité d'accompagner aussi fortement que la Fabrique des quartiers, que la façon dont on l'a faite sur ces opérations qu'on va vous présenter. Alors, un mot sur la Fabrique des quartiers et avant, encore une fois, sur le contexte, deux cartes de la métropole qui parlent de l'habitat ancien, dont on peut retenir... On voit toujours les mêmes taches rouges qui sont toujours sur l'île Roubaix, Tourcoing et Armentières, c'est-à-dire sur les communes historiquement industrielles. Un parc ancien qui est notablement issu de cette période du milieu du 19e siècle. Un parc privé potentiellement indigne qu'on retrouve dans ces communes très fortement concentrées. Qui fait qu'on est sur des problématiques d'habitat ancien, mais qui sont équivalentes à des problématiques d'habitat social, avec des populations dont les niveaux de revenus entrent très largement dans les cadres et dans les plafonds de ressources de l'habitat social, avec cette particularité d'être disséminés dans le territoire, c'est-à-dire avec des phénomènes d'isolement qui provoquent des situations de déshérence humaine extrêmes. Que ce soit d'ailleurs des propriétaires occupants qui habitent dans des taudis, ou que ce soit évidemment des locataires qui sont un peu prisonniers de bailleurs plus ou moins délicats, qui eux-mêmes parfois sont des bailleurs propriétaires pauvres, sans ressources, qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur patrimoine. Donc on est dans cette situation-là, de problématiques d'urbanisme, d'aménagement d'habitat, mais aussi tout de suite dans une dimension humaine et sociale, et la question de la présence et de fait d'intervenir dans des quartiers qui sont habités et vivants est une problématique qu'on croise en permanence et à laquelle on s'attache dans nos missions. En 2010, ce contexte fait qu'en 2010, il y a une décision de créer un outil métropolitain, un nouvel outil métropolitain, parce que ce n'est pas les SEM qui manquent, ni aujourd'hui les SPL. Vous connaissez sans doute le RALIL, la Sorélie, la SEM Ville Renouvelée.
Donc des outils qui sont importants d'aménagement sur le territoire de la métropole, mais qui soit, lui, entièrement dédié à la requalification et la revitalisation des quartiers d'habitat anciens dégradés. Et c'est dans cette terminologie-là que finalement on trouve l'ADN de la société, autour de missions qui sont, et qui fait qu'on ne marche pas sur les plates-bandes, entre guillemets, de nos collègues. Donc lutter contre l'insalubrité, lutter contre la vacance, produire une offre renouvelée de logements dans l'ancien, travailler sur le renouvellement urbain, mais plutôt dans des dimensions de micro-projets de renouvellement urbain, on va les voir. Revitalisation des activités de proximité, ça a été pendant assez longtemps notre main gauche, mais on est en train de la développer. Et récemment, le traitement des copropriétés dégradées, et ce sont de petites copropriétés dégradées. Le choix de statut de SPLA pour bénéficier des contrats in-house, c'était innovant il y a 10 ans, parce qu'une très grande difficulté sur ces problématiques-là, dans un cadre concurrentiel, de concession concurrentielle, à dimensionner et approvisionner correctement le risque porté par les aménageurs qui sont à responsabilité financière de leurs contrats. Donc là, on avait la possibilité d'avancer, d'ajuster de manière très libre, et ça se trouvait, les élus ont pensé qu'effectivement c'était adapté à la question de l'intervention dans l'habitat ancien où on avait finalement peu de repères. Nos actionnaires historiques sont la métropole européenne de Lille, qui est très largement majoritaire, elle détient plus de 70% du capital, et puis les 3 grandes villes, Lille, Roubaix, Tourcoing, et ce sont ces villes-là aussi qui concentrent les questions d'habitat ancien. À l'époque, il fallait agir dans l'urgence, mais on aurait dû ajouter Waterloo, Armentières probablement, et c'est un sujet aujourd'hui qui est autour de la table. Alors, pour passer au deuxième chapitre qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est les 10 ans de partenariat, où on va s'efforcer de balayer avec vous, de faire une présentation un peu générale des différents axes d'intervention de nos activités et de notre partenariat. Alors, un schéma peut-être un peu barbare, mais qui raconte dans un projet comment finalement on intervient, le PF et puis nous, sachant que de par nos statuts, on n'a pas la possibilité de contractualiser directement. Tu ne peux contractualiser qu'avec une collectivité territoriale. Et moi, en tant que SPLA, je ne peux pas développer d'opérations en nom propre ou en dehors de mes actionnaires publics. Donc, il y a un interlocuteur commun, c'est la métropole européenne de Lille. Il y en a d'autres, hein, c'est évidemment les 3 villes actionnaires qui sont également des donneurs d'ordre. Et c'est toujours dans ce système de contractualisation de chacun d'entre nous avec la métropole qu'on arrive à faire du business ensemble. Mais on s'en arrange très très bien, c'est pas un problème. Et sur la suite du schéma, on voit aussi que on a une responsabilité sur les projets d'aménageurs, donc de coordination générale, de conduite des études, de conduite des procédures, mais dès qu'on rentre dans les phases d'acquisition, on se trouve dans des échanges qui sont très très étroits entre les équipes de l'EPF et puis les nôtres, sur l'identification des immeubles, leur choix, la décision d'acheter, s'ils sont occupés, des systèmes de mise à disposition, puisque l'EPF ne gère pas les logements occupés, et que ce sont donc nos équipes à la fabrique qui le font, qui assurent les relogements, sur des travaux de curage, de désamiantage, où on est en discussion aujourd'hui pour savoir, dans une ingénierie qui a besoin d'être très fluide et qui travaille sur des petites choses, donc qui a besoin d'être très, très habile. Hein. La question justement de trouver cette fluidité qui est très consommatrice en ingénierie aussi, ce qui pose un problème permanent de moyens. Voilà, sur des formes de cession avec des diminutions de prix en fonction de ce qui sort et des règles qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et on va voir que c'est quand même, avec l'établissement foncier, quand Laurent dit que c'est une contribution importante, vous allez voir jusqu'à quel point effectivement elle l'est. Et puis sur des formes qui sont qu'on est en train de développer, parce qu'on est en recherche permanente d'amélioration des performances économiques de notre modèle, parce que c'est un modèle qui coûte cher, et notamment sur ne pas revendre les immeubles tout de suite, mais les garder en gestion et les revendre après un temps différé d'exploitation par nous-mêmes, ce qui nous pose des problèmes de mobilisation de capitaux importants sur des durées moyennes, parce que du coup, on fait l'investissement et on ne le valorise qu'au bout de 8 ou 9 ans. Bon, ça améliore les bilans, mais ça pose d'autres problèmes d'accès à l'argent, notamment. Peut-être un complément, quelques éléments de contexte pour bien saisir
la complexité. Ce schéma, il est simple par rapport... Il peut avoir l'air compliqué, je ne sais pas comment vous l'appréhendez, mais il est simple par rapport à ce que sont nos relations et nos échanges au quotidien. Non pas contre nous ce soit compliqué, mais les sujets dont on parle sont compliqués. Il y a la question de l'échelle, à la fois l'échelle de temps. On est sur des opérations qui sont des opérations longues, nécessairement longues. C'est pas qu'on soit lent, c'est que tout ça prend beaucoup de temps. Et ça prend du temps parce que ce dont on parle, effectivement, ce sont d'opérations dans la dentelle qui consistent à intervenir sur plusieurs centaines de maisons d'habitation. Concrètement, c'est l'habitat ouvrier des années 30, la maison en briques, voilà, telle que vous l'imaginez peut-être quand vous pensez Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc plusieurs centaines de maisons, nécessité d'être hyper agile parce que parfois ce qu'on imagine devoir être réhabilité après étude et diagnostic, il s'avère que la réhabilitation n'est pas possible, donc on enclenche une opération de travaux de déconstruction. Pour déconstruire, il faut traiter les mitoyennetés. Enfin voilà, tout ça nécessite d'avoir beaucoup d'agilité, de fluidité, d'écoute, d'échange, de dialogue, ce qu'on fait quotidiennement, ce que font les équipes quotidiennement. Donc j'en profite pour saluer leur travail, qui est vraiment un travail de bénédictin dans l'ombre. Et c'est ce qui fait la complexité et l'intérêt aussi de travailler ensemble. Et j'ajoute également que le fait que ces opérations soient des opérations longues, Vincent évoquait la difficulté à stabiliser un modèle. Nous, ce sont des opérations qu'on a parfois engagées il y a 2 ou 3 PPI. Et donc, chaque PPI, les règles évoluent parce que notre contexte évolue, nos ressources évoluent. On a divisé en 5 ans notre TSE par 2. Donc, imaginez bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire exactement la même chose que ce qu'on faisait il y a quelques années encore. Donc, tout ça nécessite de s'ajuster quasiment en temps réel. Et c'est une source de complexité supplémentaire, mais on ne s'arrête pas à ça et on continue à avancer. Alors, un ordre de grandeur sur l'argent qui est mobilisé par rapport à une production qui a maintenant 10 ans, faut imaginer que c'est une opération pour nous, c'est une maison d'habitation et démultiplier, je ne sais pas à l'infini, mais en très très grand nombre. Et c'est tout le charme de notre boulot que d'être sur un ensemble de petites choses, mais qui quand même, au bout de 10 ans, commencent à faire un peu masse. Que ce soit sur les logements qui ont été démolis, sur les logements qui ont été réhabilités, sur les logements qui ont été revendus à des investisseurs ou à des accédants à la propriété pour les transformer, que ce soit des logements qui étaient vacants et qu'on a réussi par notre action à remobiliser et à remettre sur le marché, avec des chiffres qui commencent à faire masse, mais qui, bien qu'ils fassent masse, sont finalement pas si visibles que ça sur le territoire. Et ça, c'est toujours un problème que de l'investissement public qui ne se voit pas beaucoup. On va parler des logements vacants, mais l'opération des logements vacants, c'est 2400 maisons réparties sur 24 communes. Voilà. Quand on est à Roubaix, on a de la chance, entre guillemets, on en trouve plusieurs dans la même rue. Mais parfois, c'est une maison dans une commune rurale. Ça se présente aussi. Et il faut savoir faire ce traitement-là, très ciblé sur une maison qui embête le monde parce qu'elle est vide, elle est squattée, et que finalement, elle pourrit la vie d'un quartier ou d'une rue, ou tout simplement la vie des riverains. 180 millions d'euros d'investis pendant ces 10 années sur 3 grandes opérations historiques qui étaient la concession PMR4, la concession de l'île Quartier Ancien, donc des dossiers en rue, et puis une opération en mandat, résorption d'habitat insalubre à Roubaix. Dans les 180 millions d'euros, il y a une part d'investissement sur des espaces publics, de requalification. Tout n'est pas centré sur l'action sur la maison, mais quand même, c'est beaucoup sur l'habitat. Et on voit que, quand je parle d'améliorer notre modèle économique, en bleu, 25%, c'est les recettes de commercialisation, c'est très peu, un quart. Et c'est ça vraiment où il faut qu'on avance pour pouvoir démultiplier et massifier notre action, parce que ça coûte trop cher en argent public. C'est là où on voit également l'effort de l'EPF, puisqu'il participe à 32%, c'est-à-dire pour un tiers au financement de ces opérations, c'est-à-dire à part égale aussi avec ce que met la métropole et les villes. Donc merci EPF. Peut-être un complément. Là, ce qu'on présente, c'est le bilan global. Le bilan foncier, sur certaines opérations, je pense en particulier au PNR4, quartier du Pile, on est à 90% de décote foncière. Ça nous coûte 100, on vend 10.
voilà, ça donne une idée aussi de façon très précise et très concrète de l'importance de l'effort financier, mais qui est un effort nécessaire, y compris parce qu'au démarrage, voilà, on est dans du prototype en fait, du prototype. Alors il s'agit aujourd'hui de passer à une phase plus industrielle, mais le démarrage c'était bien du prototype, et un prototype évidemment ça coûte. Alors nous on est assez adroit pour aider l'EPF à dépenser ses sous, faut dire, hein, mais sans vouloir me vanter. Alors, ce schéma qui doit être assez lisible, mais même devant moi, il est assez lisible. Simplement, on revient encore une fois sur ce qui caractérise l'intervention dans les quartiers d'habitat anciens. En tout cas, on essaye de le faire au travers d'un schéma qui reprend tous les outils qu'on peut développer et toutes les échelles d'intervention qu'on peut développer quand on travaille dans les quartiers d'habitat anciens, depuis l'échelle la plus fine, tout en haut, c'est-à-dire une maison individuelle qui est dans une commune rurale, jusqu'à une intervention beaucoup plus coordonnée à l'échelle d'un quartier. Tu as cité le Pile à Roubaix, c'est le cas. Donc avec des échelles d'intervention plus larges et des formes d'intervention plus diverses aussi. Donc des échelles très contrastées, des compétences nombreuses, tu l'as cité, mais nos métiers mobilisent un nombre vraiment important. On a 400 familles à reloger, ça veut dire qu'on est une société d'aménagement avec des travailleurs sociaux, c'est pas habituel. Une palette d'outils qui est très large. Moi, je viens du monde de l'aménagement et il y a 10 ans, en découvrant quand même l'habitat ancien, j'ai redécouvert toute une partie du code de l'urbanisme et du code de la construction que j'ignorais parfaitement et c'est assez redoutable. S'y ajoute une fiscalité qui est tout aussi redoutable dans l'habitat ancien. Enfin, bref, on est au milieu vraiment de plein de choses et il faut en permanence avoir cette agilité à marier un dispositif, un outil avec un montage financier pour réussir à sortir nos opérations en optimisant l'argent public. Alors, concrètement, dans un premier programme qu'on ne va qu'effleurer, un survolé qui est celui des logements vacants, nous avons été lauréats avec la métropole et la ville de Roubaix récemment d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'État, parce que il y a maintenant 4 ans, la métropole nous a missionné sur... voilà, ils avaient fait un travail de recoupement et de cartographie. On voit la carte ici des logements vacants de plus de 5 ans et dégradés sur le territoire de la métropole. Un taux de vacances qui n'est pas exceptionnel, hein, qui est normal pour une grande agglo, 7%, c'est pas dramatique. Par contre, des phénomènes de concentration extrême où on retrouve encore une fois la structure industrielle ou post-industrielle de la métropole autour des villes que j'ai déjà citées, y compris dans l'île Intramuros. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent l'île, c'est une ville, c'est une capitale régionale plutôt dynamique avec un marché immobilier plutôt très dynamique. Hein. Et ben néanmoins, on a des concentrations de logements vacants qui sont très importantes, notamment en lien avec le commerce. Un travail de fourmi où on a diagnostiqué 2400 adresses. Alors à la fois avec un travail de recoupement de bases de données fiscales ou cadastrales, mais aussi par un travail de relevé. C'est une constante dans notre boulot, c'est d'aller voir la réalité des choses sur place, parce qu'entre les chiffres et le terrain, il y a vraiment des différences très importantes. On a cette préoccupation ou ce souci en permanence d'avoir des outils d'observatoire qui soient fins. On a vu, il n'y a pas très longtemps, on avait fait une espèce de conférence avec nos collègues de Bordeaux et de Rennes qui ont mis en place des systèmes centralisés de convergence de toutes les informations qui se font régulièrement et qui associent la ville, mais aussi tous les services de l'État, de la santé, de tout ce qu'on peut imaginer, quoi, et qui du coup nourrissent une espèce de connaissance très 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 fine des logements et du parc ancien, qui est particulièrement intéressante et qui nous inspire beaucoup. 40 000 logements vacants, 30 000 dans le parc ancien, 10 000 dégradés. Pour donner un chiffre, en se méfiant des comparaisons, mais 50 000 ménages qui sont en permanence en attente d'un logement social sur le territoire de la métropole. Donc on est en plus sur un territoire où la question du logement est une question, c'est une tension sur la question du logement. Et un travail qui se développe en plusieurs tamis, en plusieurs étapes. D'abord un premier niveau de diagnostic, donc de relevé sur place et de compilation des données existantes,
qui permet de remobiliser des propriétaires et qui a déjà un premier effet que d'inviter, de rapprocher les propriétaires des dispositifs incitatifs, par exemple, et donc de les inciter, voire à vendre leur patrimoine pour qu'à un moment le recyclage se fasse autrement. Et c'est sans doute la partie qui produit le plus à moindre coût, je dirais. Tout de suite derrière, des situations qui sont dans des situations de grande complexité, enfin de blocage de grande complexité, où là on a besoin de mobiliser des moyens complémentaires pour comprendre quelle est la situation de blocage, par exemple en mobilisant des notaires généalogistes pour retrouver les ayants droit, voilà, ou pour aller chercher chez les notaires des questions d'indivision et les dépatouiller, y compris par des moyens d'ailleurs un peu punchy. Et puis, on est aujourd'hui dans une concession d'aménagement, alors c'est un autre exemple, mais qui porte sur 24 communes et sur 600 adresses réparties sur 24 communes. Je ne pense pas qu'il y ait une deuxième concession en France de même nature, où là, on a identifié la complexité, on engage des procédures de bien 100 mètres, d'état manifeste d'abandon ou d'abandon manifeste dans l'ordre où on accompagne les communes. Tout ça est aussi d'une complexité juridique assez grande. Et puis, dernière étape, avec l'établissement public foncier, maintenant, on peut acheter des immeubles et les recycler par nous-mêmes, les remettre dans le marché une fois réhabilités. Donc, un travail important, enfin sur des quantités importantes, mais là aussi un travail de fourmi. Aujourd'hui sur 24 communes et demain sur 60 des 95 communes de la métropole, puisqu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt avec la métropole et que les villes sont intéressées parce que c'est un outil, du coup, on a un outil qui devient vraiment métropolitain au service des petites communes, qui nous voit toujours un peu comme l'outil de l'île de Roubaix et de Tourcoing, là où les problèmes sont concentrés, et que là, d'un seul coup, il y a un intérêt vis-à-vis d'un outil qui est capable de dépatouiller une situation de blocage dans une petite commune de 1000 habitants, avec la participation de l'EPF. Tu n'as rien à rajouter, sans commentaire. Les maisons à 1 euro avec travaux qui ont fait le buzz. Lucie Charon est là devant moi et c'est la responsable du programme à la Fabrique des Quartiers. C'est parti d'un buzz, enfin, les choses partent. Le maire de Roubaix, Guillaume Delpart, dans une réunion publique, dit qu'ils ont vu un dispositif en Angleterre qui les a séduits, qui s'appelle les maisons à 1 pound, et qu'ils s'interrogent sur la possibilité de le développer sur le territoire de Roubaix, où il y a des problèmes de vacances notamment, et de patrimoine public et de bailleurs qui sont vides et en déshérence. Un journaliste de La Voix du Nord entend ça et va attraper le maire à la sortie de la réunion. C'était pendant l'été, il ne devait pas y avoir trop d'actualité vive. Et il sort un article, et le maire lui dit oui, bon, c'est une hypothèse qu'on envisage, mais article dans La Voix du Nord le lendemain, et dans la presse nationale, il ne devait pas se passer grand-chose non plus, parce que c'est feu d'artifice. Voilà. Et du coup, la ville commence à recevoir des candidatures spontanées, en disant, moi je veux une maison à 1 euro, du Brésil, de France, de Roubaix, de partout. Hein, c'est quand même un truc de fou. Et le maire se dit, mais il faut qu'on le fasse, quoi. On n'a pas le choix. Et donc, il était président de la Fabrique des Quartiers, Guillaume, et donc il me dit, mais voilà. Donc on a fait une étude pour regarder dans quel cadre juridique ça pouvait se développer, et puis, à la suite de ça, une première concession d'aménagement, avec encore une fois plein de partenaires autour de nous, et nous va sur une expérimentation grandeur nature qui porte sur 17 maisons, donc vraiment pour tester un modèle, quoi, en fait. Aujourd'hui, une dizaine de maisons vont être livrées. Vous avez ce couple merveilleux qui a été le premier à emménager dans sa maison. Et puis à côté, une autre maison qui a été réhabilitée. On voit que ça produit des logements de très grande qualité. Et surtout, ce qui change par rapport à un modèle qui est j'achète une maison, je la réhabilite, je la vends à un prix de l'accession sociale, c'est que là, ils ont assuré la maîtrise d'ouvrage de leur logement. On les a accompagnés, certes, hein, et on les a vraiment accompagnés. Mais du coup, c'est leur projet aussi. C'est leur projet. Dans une ville où le directeur de l'habitat me disait, mais tu sais, on en a vendu 10, mais moi, de l'accession sociale, j'en ai pas fait depuis 5 ans, parce qu'il n'y a pas un promoteur qui veut investir sur ce créneau, qui est toujours un créneau un peu fragile. Alors, sur un territoire comme Roubaix, où la réalité est très contrastée, mais elle est très contrastée entre du très très riche et puis du très 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 pauvre, il n'y a pas d'investisseurs. Donc pour moi, c'est un miracle qu'on arrive à faire de l'accession sociale. Sur un modèle finalement qui coûte de l'argent, mais essentiellement qui coûte de l'ingénierie, à partir du moment où on considère que le patrimoine qui est concerné par ce dispositif, c'est un patrimoine qui est un poids mort finalement,
dans le patrimoine des collectivités, de la ville, de la métropole, voire des bailleurs. Et qu'il ne vaut plus grand-chose. Il ne vaut plus grand-chose. Le faire en achetant des maisons chères et faire des maisons à 1 euro, ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour moi là où il y a un marché immobilier qui est très faible, là où il y a du patrimoine qui est dégradé, là il y a des enjeux démographiques aussi. Et c'est un dispositif parmi d'autres, mais c'est un dispositif dont on voit qu'il a... D'abord, il fait une espèce d'appel d'air, il ne faut pas le négliger. Il y a un côté bande-annonce qui est vraiment super attractif. Et il y a une mobilisation, voilà, ça démarre quelque chose et c'est un outil parmi d'autres. On est en train d'en faire l'évaluation avec l'ANRU parce que ça a été financé par l'ANRU dans le cadre d'un plan d'investissement d'avenir pour voir comment il peut se reproduire. Alors sur la métropole certainement, mais comme des communes comme Roubaix, mais aussi plus généralement dans les Hauts-de-France. Et moi je pense que c'est un modèle qui pourrait très bien fonctionner sur des territoires ruraux qui souffrent un peu, où les marchés sont faibles, où il y a du patrimoine vacant. Et encore une fois, la question du Covid, aujourd'hui, on voit bien que ça réinterroge des modèles un peu différents d'installation, enfin d'envie de retour à la campagne, d'installation. Ça peut faire un peu la bande-annonce d'un programme de redéploiement, de redynamisation. Peut-être un mot sur Maison 1 euro, le PF était partenaire, il a dit banco. Alors bien évidemment, on se doute bien que, comme Vincent l'a dit, c'est un dispositif parmi d'autres. C'est pas ça qui va apporter toutes les solutions à toutes les problématiques de traitement de l'habitat dégradé, en particulier sur Roubaix. Mais pour nous, c'était intéressant de tester ce modèle-là. Et ça met en évidence la capacité de 2 acteurs à essayer d'innover, d'expérimenter. Alors une expérimentation, des fois ça marche et c'est très bien. Des fois ça marche pas tout à fait comme on l'imaginait. Mais au moins on a tenté. Et ce territoire et ce partenaire qui est à côté de moi, ce territoire, je pense à Roubaix, c'est un petit peu notre laboratoire où on se dit si on arrive à faire ça à Roubaix, on devrait y arriver partout. On a la spécificité d'avoir sur notre territoire d'intervention des marchés très très compliqués, avec des situations socio-économiques extrêmement dures et des territoires qui sont des territoires un peu repoussoirs. Le terme il est fort, mais c'est un peu comme ça qu'on le vit, avec des opérateurs qui n'imaginent absolument pas d'investir faire le pari d'investir tellement ces territoires sont compliqués, tellement leur image est dégradée. Et donc ce dispositif nous intéressait parce qu'on se dit si ça marche à Roubaix, on peut peut-être déployer ça ailleurs. Évidemment pas partout, mais pourquoi pas tester ce modèle-là et puis tester aussi de nouveaux montages, de nouveaux modèles. Et c'est ce qu'on arrive plutôt bien à faire avec la Fabrique des quartiers qui partage cet état d'esprit de prendre le risque de l'expérimentation. Alors un risque mesuré, en raison. Donc il ne s'agit pas de faire ça partout et de prendre des risques notamment financiers inconsidérés. Mais au moins, se donner la possibilité de le tester. Donc, c'est pour ça qu'on a dit banco, c'est parce que c'était ce territoire-là, c'était parce que c'était ce partenaire-là. Donc, de façon très concrète, on a vendu, je crois, c'était 3 maisons à 1 euro à la Fabrique des quartiers. Donc, avec un coût, là pour le coup, on ne les avait évidemment pas achetées à 1 euro, ces maisons. Mais ça nous a permis de tester un autre modèle et rien que pour ça je trouvais l'expérience extrêmement intéressante. Je trouve que le fait que ça produit ce qu'on voit là de la très belle qualité et puis des gens qui enfin ont pu concrétiser leur projet sur un territoire qui en a bien besoin. Ouais, des clients très modestes, vraiment c'est de l'accession pour des gens qui sont vraiment sur limite de l'accès bancaire, etc. L'accès à la banque était le sujet, à l'emprunt était le sujet le plus compliqué, qu'on n'a pas encore tout à fait réglé. On va accélérer parce que je me rends compte que l'heure tourne et qu'on ne va pas aller au bout. Alors, notre modèle initial, c'était de vendre des maisons avec des cahiers des charges, après avoir fait un peu de travaux de curage, de désamiantage, de déconstruction. Ça ne marchait pas. Donc, on vendait avec cahier des charges et autorisation d'urbanisme. Ça ne marchait pas parce que se projeter pour un accédant à la propriété dans une maison complètement déglinguée sur un territoire en déshérence, c'est pas très sexy, quoi. Et donc pour vendre, on a commencé à dire on va. Alors, la première, c'était pour reloger sur un périmètre de renouvellement urbain un propriétaire qu'on voulait, qui devait rester dans le quartier, quoi. Donc on a dit on vous achète votre maison et pour le même prix, on va vous en donner une complètement réhabilitée. Bon, il était 400 relogements, on n'a pas fait
on n'a jamais fait une expulsion. Hein, et ça a donné envie. Et du coup, on a lancé des travaux de réhabilitation par nous-mêmes. Et on s'est rendu compte très vite que c'était dans la dynamique de la réhabilitation et de la requalification qu'on trouvait nos clients. Et donc ça a suscité beaucoup d'envie auprès des bailleurs sociaux. Ça a suscité beaucoup d'envie pour l'accession sociale à la propriété, mais c'est évident que des logements à 2100 € le mètre carré, complètement réhabilités, des maisons de ville, hein, avec un petit jardin, enfin, aujourd'hui c'est un produit extrêmement rare. On a enclenché, on a diversifié notre façon de produire les choses avec des ventes d'immeubles à rénover ou de la vente en état futur d'achèvement, puisque à partir d'un certain seuil de travaux, on n'est plus dans la réhabilitation fiscalement, mais dans le neuf. Mais on est devenu aussi par là promoteur dans l'ancien. Là, on était aménageur, certes aménageur un peu particulier, puisqu'on ne vendait pas de la charge foncière, mais plutôt des immeubles à réhabiliter. Du jour au lendemain, on est devenu promoteur. Et là, on a appris le boulot, on est en train de le développer très fortement dans les nouveaux programmes et de se structurer et de se professionnaliser autour de ça, parce que c'est encore un boulot très différent, quoi. Alors, on a traité des questions individuelles, on arrive progressivement sur des ensembles plus structurés. Là, on est sur un ensemble de Courée à Deal, qui était très dégradé. Enfin, c'était un lieu de deal, de maisons avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de maisons vides, détériorées. Et c'était une pétaudière urbaine, je ne sais pas comment on la qualifier autrement. Et on est intervenu de manière globale dans sa requalification en traitant à la fois les espaces communs et puis en transformant. C'est ça qui a déclenché c'est là où je ne vendais pas. Donc c'est là où on a commencé à faire les travaux et on aurait pu acheter toute la cité. Et aujourd'hui, revendre toute la cité et plus qu'à 2000 € le mètre carré, je vous garantis, on trouverait client sans problème. Mais ce qui est intéressant dans ces démarches qui sont où il y a plus de gens, parce qu'il y a des propriétaires et des locataires qui sont restés en place, on n'a pas traité tout, c'était surtout pas le sujet de virer les gens de leur environnement et de leur logement, c'est qu'on a créé une association, une ASL, pour assurer la gestion durable de ce que j'appelle moi les biens communs. On en a entendu parler hier. C'est quelque chose qui est... Ça, c'est la conviction que non seulement il faut produire ces biens communs, il faut les faire. Alors, bien commun, c'est un jardin partagé, c'est une cour. Ici, c'est des formes de logement très particuliers, puisque les logements sont commandés par un accès commun, mais qui est autant de propriété privée. On n'est pas en copropriété, on est une succession de propriétaires et les accès sont gérés par des servitudes. C'est comment, une fois qu'on a fait ce bien commun, on ne revient pas dessus, il est pris en charge. Donc il y a eu tout un travail de coproduction qui a abouti à cette ASL qui fonctionne vachement bien, parce que je vois que sur les réseaux régulièrement des opérations nettoyage, opérations plantation, on a des problèmes d'intrusion dans la cité, on nous affiche on a notre digicode, il faut le réparer. Enfin, il y a une dynamique autour de ça, et moi je suis persuadé qu'il faut non seulement construire les biens communs, mais réfléchir très en amont sur leur structure juridique, sur leur cadre, comment ils sont fichus, comment ils vont vivre. Quand on peut y mettre un peu de bailleur, ça garantit, ou de public, ça garantit aussi, si ça tourne en jus de boudin, ça permet de garder dans le temps la main. Être propriétaire du foncier, c'est quelque chose d'important aussi. Et ça, c'est une démarche qu'on a commencé à démultiplier dans nos projets. Toujours dans la réhabilitation d'ensembles patrimoniaux remarquables, une cité ouvrière de 1850, c'est également Lucie qui est là, qui en est la responsable de programme. Alors là, dans l'invention c'est à la limite du n'importe quoi, parce qu'on est à 3 maîtrises, on coordonne 3 maîtrises d'ouvrages publics, bailleurs, etc., sur un ensemble qui est assez petit, restreint. On requalifie l'espace commun qu'on voit au milieu. C'est une très belle cité, c'est vraiment un endroit magnifique. On voit, il y a du propriétaire privé, du propriétaire bailleur, la ville a acheté une dizaine de maisons. Et là, toujours dans cette nécessité ou dans ce besoin de démultiplier les formes de production, les formes de commercialisation, on va travailler pour la première fois avec de l'accession sociale dans le cadre de l'Office foncier solidaire de Lille. Vous savez que Lille a été porteur de la loi, c'était la loi Allure avec Audrey Linkenheld, qui a porté la loi Allure, qui a ouvert la création des OFS. Et là, ils ont commencé à faire des opérations avec des promoteurs sur du logement neuf,
Là, pour la première fois, on va être sur du logement réhabilité. Alors, dans un montage quand même assez improbable, EPF va vendre des maisons à l'Office foncier solidaire, on va les prendre en bail réel solidaire, on va les réhabiliter et on va les commercialiser. Bon. Juridiquement, il y a sans doute encore quelques petites choses à regarder parce que je ne peux pas être client de l'OFS, moi, mais bon, on va s'en sortir. Toujours beaucoup d'imagination dans nos histoires, il faut y croire. Mais voilà. Et puis vous voyez ce patrimoine qui est vraiment très beau. Une autre opération de renouvellement urbain, donc on a une taille encore un peu plus importante. C'est des micro-projets de renouvellement urbain. On est sur la moitié d'un îlot dans le cœur de l'île. On voit la structure foncière avant intervention qui est bon voilà aussi avec du logement social, avec enfin c'est même plus du logement social, c'est des situations de vie qui sont très improbables, du trafic, du deal, un environnement urbain très dur. Mais là, on est encore sur la valorisation du patrimoine, et puis sur l'idée qui est arrivée très vite, alors que la ville était elle est toujours dans une posture. On a besoin de construire des logements parce qu'on a besoin de logements, donc vraiment des opérations qui sont très denses. Nous, on est venu très vite sur de l'habitat ancien horizontal, mais d'une très grande densité aussi, avec plutôt l'idée qu'il fallait donner de l'air. On est finalement sur des retours sur des périodes hygiénistes de l'air, il faut que ça respire, il faut qu'il y ait du soleil. Et puis toujours l'idée du bien commun, de qu'est-ce qu'on donne en partage aux gens, que ce soit des gens du locatif social, des gens qui accèdent à la propriété, des bailleurs, des propriétaires, etc. Donc ça donne ce projet autour d'un cœur d'îlot. On s'est battu et on a eu énormément de mal à trouver un promoteur pour que les bagnoles soient en ouvrage. On est dans l'île Intramuros. Il faut imaginer que quand on a lancé l'appel à promoteur, on a eu 0 réponse. Si, on en a eu un qui a dit « moi je veux bien le faire, mais vous me donnez 200 000 euros ». EPF n'a pas voulu. Je ne comprends pas pourquoi, mais l'EPF n'a pas voulu. Vous dites non de temps en temps quand même. Alors, ce projet travaille dans l'habitat ancien, dans des quartiers comme ceux-là, ça ne peut pas se faire, enfin ce travail de dentelle urbaine, il ne peut pas se faire sans un travail de montage qui lui-même est dans la dentelle. Il se trouve que notre brillant urbaniste en chef avait gardé au milieu de l'îlot 4 maisons, 5 maisons qu'il trouvait particulièrement bien. Il disait il avait raison, hein, pourquoi démolir alors qu'on ne fera peut-être pas mieux, quoi. Bon, sauf que le promoteur Vinci Immobilier me dit « moi écoute Vincent, je veux bien, mais je ne réhabilite pas, c'est pas mon boulot ». Je dis « bon, on va le faire, c'est pas grave, on va le faire ». Permis en cotitularité, etc. On se retrouve encore dans des situations quand même très improbables pour des aménageurs où on va... et tous les projets se développent comme ça, quoi. Dans du montage qui est assez improbable, en tout cas qui n'est pas usité, qui n'est pas le montage de la ZAC, notamment. J'en parlais hier au repas du soir avec mes collègues, et je leur disais, mais le fait de ne pas être en ZAC, ça oblige à des espèces de travail d'invention et de partenariat de développement qui produit autre chose, de mon point de vue, que, même si on le fait bien, avec plein de qualité, que de poser des immeubles les uns à côté des autres, quoi. Il se passe autre chose. Bon. Pareil, montage d'une ASL, j'en passe. Tourcoing Centre-Ville, alors là, on élargit encore un petit peu, on est c'est une ville de 100 000 habitants, Tourcoing, plus de 30% de vacances commerciales, et on avait fait une étude sur un dispositif métropolitain il y a 4 ans, de renforcement de confortement du commerce local, et on avait fait un travail de benchmark, et on avait des sites tests, et Tourcoing en faisait partie, et la ville a souhaité nous confier une mission de concession d'aménagement, où là on intervient sur de l'acquisition, du recyclage immobilier. C'est le logement, ça c'était une intuition, mais c'est le logement qui vient équilibrer l'opération en fait, parce que c'est beaucoup moins risqué finalement, et surtout parce que ces problèmes de vacances, c'est des loyers très chers sur une petite partie de l'immeuble, les étages sont vides. Donc quand on arrive à répartir la charge sur la totalité du plancher disponible, c'est bête, hein, mais le modèle économique il tourne beaucoup mieux. Alors ce qu'on découvre, c'est que quand on produit une offre commerciale, des locaux qui sont de qualité à un prix qui est correct, on n'a pas de problème de porteur de projet de qualité. Alors ça, c'est quand même une révélation, et ça se bagarre. Bon. On a installé le premier caviste, le premier commerce, un caviste, ça fait plaisir, a ouvert ses portes la semaine dernière, et là maintenant on voit qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement.
qu'on avait mis en mouvement avec un dispositif de gestion transitoire, parce que c'est ça qu'on apprend aussi aujourd'hui dans nos opérations, et on n'est pas autrement que les autres, on apprend en marchant, avec un dispositif un peu marrant. On avait fait appel aux écoles d'art de Roubaix et de Tourcoing, elles sont nombreuses et de très grande qualité, en proposant aux étudiants et alors aux enseignants des petits challenges sur transformer une vitrine pendant 1 mois, 2 mois, avec une petite récompense. Tout de suite, les commerçants sont venus en disant on va vous ouvrir et vous baisser les volets. Tout de suite, ça a provoqué quelque chose. Et c'était une expérience assez sympa. Mais ça, c'est un autre apprentissage sur la question de la gestion transitoire, qui est un problème particulièrement sensible sur ce site-là. C'est le Pile à Roubaix, donc c'est PMRCAD. Là, on voit qu'on approche l'échelle d'un quartier sur des interventions qui sont de la réhabilitation, de la construction neuve, des espaces publics, des aérations dans un tissu particulièrement dense, un parc. Donc on est sur une palette d'outils encore plus large, où on a fait aussi le constat d'un processus opérationnel très long, notamment d'acquisition, parce que pour faire chaque petite chose, il manque tout le temps une maison, il y a toujours un ménage à reloger, et que tout ça prend du temps, avec des moyens de gestion urbaine insuffisants et qui nous empoisonnent la vie, parce que dans ces projets, il faut apporter un peu du bien aux habitants, parce que sinon on n'est pas crédible. Une démarche de coproduction volontaire, mais enthousiaste, mais mal maîtrisée. Et ça, vraiment, on a appris aussi qu'à un moment, il fallait poser les choses et pas se tromper ni avec les élus, ni avec les habitants, ni sur ce qu'on voulait faire, surtout. J'en dirai un mot après. Et puis, dans un marché immobilier particulièrement atone, il se trouve que le PMRCAD métropolitain, c'est 6 communes, 5 sites répartis sur 6 communes, et que les marchés immobiliers n'ont rien à voir. Or, on a une charge foncière qui est la même partout. À Roubaix, je vends une maison complètement réhabilitée à 1200, 1300 euros le mètre carré. C'est le prix du marché. À Lille, l'équivalent, on pourrait le vendre 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros, je ne sais pas. Et donc là, on a un vrai problème économique dans notre concession d'aménagement. De la coproduction. Et là, notre enseignement, c'est il faut le faire, c'est une évidence, parce qu'on est encore une fois dans des quartiers vivants et habités, donc on n'a pas le choix. Simplement, c'est dans un cadre et sur des objets qui sont bien définis, avec des moyens appropriés et dans le bon timing. Ça ne sert à rien d'aller faire de la coproduction 3 ans avant que se passent les choses, parce que c'est pas mûr, tout simplement. Et que là, il y a vraiment un travail, une réflexion à avoir avec les élus, jusqu'où ils veulent aller, sur quoi ils veulent aller, comment ils veulent y aller. Il faut, je pense, se doter de moyens aussi spécifiques et dédiés, sinon on tourne un peu en rond. J'en ai fini pour le tour d'horizon. Juste dire que pour nous, si je dézoome un peu, ce sont des opérations qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles nous ont permis de mettre en pratique, de tester, de mettre en pratique des méthodes avec un opérateur, mais des opérateurs comme la Fabrique des Quartiers, il n'y en a pas partout sur d'autres territoires, malheureusement. Et ça nous a permis d'avoir le coup d'avance et de commencer à expérimenter des opérations, des interventions, des montages sur des sujets qui sont montés en puissance. On parlait tout à l'heure du PI, le PNRCAD, c'est un site qui est aujourd'hui intégré dans le cadre du NPNRU, mais des NPNRU, on en a un peu partout sur le territoire. Donc cette méthode-là qu'on a développée, on a pu la dupliquer ailleurs ou l'ajuster le cas échéant. Toujours dans cette logique d'amélioration continue. Ce qui a été présenté sur Tourcoing, finalement, on est sur des sujets action cœur de ville aujourd'hui. Et donc ce qu'on a pu travailler avec la Fabrique des Quartiers sur le territoire de la métropole de Lille nous a permis d'avoir un coup d'avance et de savoir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et d'ajuster les choses sur d'autres territoires, avec la difficulté, je l'ai dit, je le répète, que sur d'autres territoires, il n'y a souvent pas l'opérateur et donc on se retrouve un peu seul à devoir essayer de sortir ces opérations avec les limites statutaires qui sont les nôtres. On est EPF, on n'est pas aménageur, donc les problématiques de réhabilitation complexes, ces montages qu'on arrive à mettre en place qui peuvent être un peu baroques parfois, mais on aimerait bien, parfois ailleurs c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a pas le partenaire de jeu. Et mon actionnariat, qui on a posé la question, ne veut pas qu'on déborde des frontières de la métropole, en tout cas pour le moment. Donc, puisqu'on était très sollicité par cœur de ville, par les villes autour de la métropole, parce qu'ils disaient, mais c'est de vous dont on a besoin, vous avez toute l'expertise et l'expérience, et nous, on n'a personne pour faire. Donc, voilà, ça, c'est... Alors, dernière partie, demain, c'est aujourd'hui, on s'est lâché, c'est le déconfinement. Donc,
Voilà simplement quelques pistes pour nous. Ça, c'est une image du NPNRU de Roubaix, de Lille, pardon, avec un travail qui n'est plus uniquement centré sur l'habitat ancien, mais qui croise habitat ancien, ce qu'on a appelé, nous, lieu d'intensité urbaine, c'est-à-dire là où il y a du commerce, du trafic de tous ordres, des problèmes de délinquance, des problèmes de... Là où la ville, finalement, sur ce qui est la structure ou l'ossature ou la charpente des quartiers vivantes, croisée avec une approche spécifique sur l'habitat ancien, sur des questions aussi d'ensemble de logements sociaux qui sont présents sur le territoire, sur l'idée de venir resserrer les interventions sur des périmètres qui donnent beaucoup plus de visibilité à l'action publique, sur la question de donc une approche plus globale, plus intégrée, notamment sur l'espace public, sur les interfaces entre l'usage complètement privé, l'usage complètement public, l'espace public, l'espace privé. Parce que je pense qu'il y a des choses, des formes, là aussi, au Moyen-Âge, on appelait ça les banalités, hein, mais finalement qui était un usage du privé sur la propriété du seigneur. Et bien comment on développe ça demain de manière beaucoup plus interactive sur des enjeux qui changent. La question de la structure urbaine de la métropole, parce qu'on pense que c'est un axe de développement, que de conforter les cœurs de ville et de les adapter aux enjeux, évidemment avec la métropole, avec les villes-centres, mais qu'il y a quelque chose à travailler. Avec notamment des enjeux sur le centre-ville de Lille et son commerce, parce que pose plein de problèmes de vacances et de désordre qui affectent le patrimoine historique de la ville, avec un travail là, vous voyez, de relever, encore une fois, on s'invente des outils, mais sur le lien qu'il y a entre la structure cadastrale, la structure de propriété, la typologie des immeubles, et puis des problématiques de vacances, de dégradation de patrimoine, de commerce, d'activités illicites qu'on peut y trouver, pour dégager des familles, finalement des typologies de problématiques et construire des réponses opérationnelles qui sont adaptées. J'accélère parce que je sens qu'on est au bout. Demain, Lille, on a signé la semaine dernière une charte d'engagement autour de Lille bas carbone, ville à santé positive, et ça c'est les enjeux qui se posent à nous demain. Une ville connectée, une ville des proximités, et des solidarités, et bien sûr que ça a un impact direct avec la programmation de nos immeubles, de nos équipements, de nos espaces publics. La question de la gouvernance des projets, parce qu'on est dans une très grande complexité entre élus de métropole, élus des villes, techniciens, et qu'à un moment, la place des habitants dans tout ça n'est pas évidente. Et puis, pour terminer ce schéma un peu barbare, il faut accélérer. Il faut accélérer le recyclage, il faut accélérer les projets. Et ça, on s'est donné les moyens de le faire, par exemple, en engageant la réhabilitation systématique des immeubles dès qu'on en était propriétaire. Et en trouvant aussi un sujet qui est la gestion urbaine de proximité pour gérer ce que j'appelle moi les temps faibles du projet. Voilà. On a des... tu m'as pas sabré cette dernière diapositive. Voilà, on a terminé le tour d'horizon. C'est évidemment trop général et trop court, mais l'idée c'était aussi de vous inviter à prendre contact et puis à venir nous voir. On vous recevra avec plaisir et on ira vous voir aussi avec plaisir. Voilà. Merci de votre attention.